Le groupe B est sûrement le groupe le plus géopolitique qui puisse exister dans cette Coupe du Monde. Il comprend entre autres l'Angleterre, les Pays de Galles, les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Forcément, avoir deux nations du Royaume-Uni qui vont devoir s'affronter dans le même groupe va attiser un petit peu plus de rivalité en dehors des terrains. Enfin, la confrontation Iran-États-Unis sera particulièrement regardée. Les relations entre les deux nations sur des sujets pétroliers, puis aujourd'hui plutôt nucléaires, n'ont jamais été au beau fixe. On se souvient très bien que les deux pays s'étaient retrouvés lors de la Coupe du Monde 98 dans une atmosphère pesante. Et pourtant, la réalité du terrain était tout autre à l'époque, où les joueurs s'étaient échangés des roses blanches en signe de paix. Ce groupe B s'ouvrira alors sur un Angleterre-Iran le 21 novembre, suivi de États-Unis-Pays de Galles la même journée. L'Iran est devenu un habitué de la compétition depuis le passage à 32 équipes participantes. Aujourd'hui, pointons même à la 22e place à la FIFA. L'Iran possède des talents qui aident l'équipe à remporter des matchs. La fédération iranienne, avec une nouvelle élection présidentielle récente, a fait le choix de se séparer de Dragan Čović à seulement 4 mois du début de la compétition. Un choix qui peut surprendre et même créer des instabilités. Elle fait alors le pari de retrouver l'ancien coach entre 2011 et 2019, Carlos Queiroz. Pourtant, en Coupe du Monde, l'Iran peine à faire bonne sensation, en ne parvenant jamais à passer la phase de groupe en 5 participations au total. Mais on sent une progression, où en 2018, ils ont terminé 3e de leur poule, derrière l'Espagne et le Portugal, et en accrochant les Portugais lors du dernier match. Si les calculs sont bons, l'Iran peut créer la surprise au prochain mondial. Lors du deuxième tour de qualification asiatique, l'Iran enchaîne les bons résultats aussi bien contre l'Irak, la Syrie ou bien les Émirats Arabes Unis. Seul bémol, en 2 confrontations contre les autres qualifiés du groupe, la Corée du Sud, ils perdent leur seul match de qualification et font un match nul au match aller. Malgré ces résultats, l'Iran termine quand même premier de leur groupe et se qualifie directement pour le mondial avec un total de 15 buts inscrits. Carlos Queiroz n'a absolument pas du tout participé à la phase de qualification de l'Iran. Lui qui était alors le sélectionneur de l'Égypte en début d'année 2022, participant même à la Coupe d'Afrique des Nations, a échoué ensuite à aider cette même sélection à se qualifier pour le prochain mondial. Il a ensuite été rappelé par la fédération iranienne en début septembre pour intégrer le staff. Un choix risqué? Oui et non, parce que Carlos Queiroz a déjà passé 8 ans sur le banc iranien entre 2011 et 2019. Il connaît très bien le pays, avait déjà acquis un ratio de 60% de victoires en plus de 100 matchs coachés, mais il lui a quand même manqué un titre. Lui qui a tendance à échouer de manière précoce en Coupe asiatique. De plus, Carlos Queiroz va participer à sa 5e Coupe du Monde sur un banc de touche. Et en termes de statistiques, seul en 2010, où il réussit à passer les phases de poule avec le Portugal, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Son bilan comptable en Coupe du Monde laisse à désirer et il sera observé de très près en novembre prochain. Son prédécesseur croate et lui-même, Carlos Queiroz, ont pour l'habitude de faire évoluer l'Iran dans une sorte de 4-1-4-1 avec une sentinelle devant la défense pour resserrer les espaces et faire un bloc bien bas dans les phases défensives. Queiroz est plutôt adepte de ce style de jeu, en attendant derrière et en pressant dans les meilleurs moments. Il est difficile de passer au travers la défense iranienne. Les joueurs font bloc en unité pour ne laisser que très peu d'espace. Le principe est plutôt simple. Essayez de garder 2 lignes de joueurs entre l'adversaire porteur du ballon et le gardien iranien, obligeant l'adversaire à tirer de loin. C'est ensuite en phase de contre que l'Iran peut frapper un coup. Et avec des individualités fortes comme Azmoun, Jahanbakhsh ou Taremi, le danger peut survenir de partout.
En équipe d'Iran, il y a beaucoup de monde qui connaissent déjà le très haut niveau en évoluant dans les plus grands championnats européens. À commencer par Sadek Moharami, le défenseur latéral du Dinamo Zagreb qui a entamé une saison en Ligue des Champions de la meilleure des manières. Il sera alors chargé en sélection d'alimenter le jeu à droite. Au milieu, Ali Golizadeh, pourtant capable de jouer avançante, pourrait être amené à jouer plus reculé ou même en soutien de l'attaquant. Il possède une grande habilité à dribbler et peut changer le rythme d'un match à tout moment. Enfin, devant, Sardar Azmoun, le Messi iranien qu'on ne présente plus en Allemagne, et malgré sa petite taille, il sait conserver le ballon et le recevoir dans les meilleurs délais. Il est vif et est surtout très efficace devant les buts, d'où des statistiques offensives surprenantes en sélection avec 40 buts inscrits en 64 sélections. Il ne faudra surtout pas oublier Mehdi Taremi du FC Porto, qui s'est fait un nom sur le tard mais qui éblouit le jeu devant. C'est un finisseur devant le but et il sait anticiper les actions pour se jeter au bon moment et prendre le dessus sur son opposant. À 30 ans, il va même disputer sa deuxième Coupe du Monde. En termes de qualité, l'Iran pourra compter sur sa grosse stabilité défensive. On l'a clairement ressenti dans les derniers matchs où l'équipe n'encaisse très peu de buts. Des victoires courtes, certes 1-0, mais beaucoup de matchs sans prendre de but. Il est difficile de se démener face à eux lorsqu'ils évoluent à un bloc avec 2 lignes de 4 joueurs à chaque fois. Lors des matchs de préparation, ils ont réussi à battre l'Uruguay, puis ont fait match nul contre le Sénégal, 2 autres qualifiés pour le prochain mondial. L'Iran a alors parfaitement bien entamé sa phase de préparation avec leur nouveau coach avant de voyager pour Qatar. Mais attention quand même parce que ce changement de coach peut-il casser la dynamique iranienne? Est-ce que Carlos Queiroz aura le temps de réadapter son jeu à cette sélection? Il est encore difficile à dire aujourd'hui et on aura des éléments de réponse lors du premier match en novembre prochain. Et si c'était enfin la bonne pour l'Iran? Et s'il passait enfin le cap des poules pour se hisser enfin en huitième de finale? Il y a de la matière, il y a des éléments, et il y a du jeu qui se met en place petit à petit. L'équipe subit moins qu'avant. Elle tente aussi de jouer beaucoup plus vers l'avant. À voir ce que cela peut donner, mais l'Iran peut clairement jouer sa chance dans ce groupe B assez ouvert. Les Gallois, qui sortent de 2 éditions d'Euro réussies à leur échelle de par leurs résultats, pointent aujourd'hui à une 19e place honorable au classement FIFA, alors qu'ils étaient aux alentours de la 50e place il y a déjà 10 ans. Pourtant, ils manquent à l'appel quand il s'agit de disputer une Coupe du Monde. En 2022, ils vont connaître seulement leur 2e participation de leur histoire. Et il faut remonter en 1958 pour avoir une trace d'eux dans une Coupe du Monde. On peut alors imaginer l'euphorie existante quand ils se sont qualifiés via les barrages en juin dernier. En se retrouvant dans le même groupe que la Belgique ou la République tchèque, ce n'était pas gagné d'avance pour les Gallois de Ropage. Malgré une défaite qu'on peut qualifier de logique contre la Belgique au premier match 3-1, les Gallois prennent 3 points précieux contre la République tchèque au deuxième match. Ils poursuivent alors leur ascension en gardant leur 2e place jusqu'au bout, et ce malgré un piètre match nul 0-0 contre l'Estonie. En ne perdant jamais contre la Tchéquie, les Gallois sont alors 2e et donc barragistes. En match de barrage, ils ont l'avantage de jouer leurs 2 matchs à Cardiff. Ils doivent d'abord se démener contre l'Autriche et le réveil de Gareth Bale a été très précieux dans ce match avec un coup franc parfaitement maîtrisé. En finale, ils jouent alors l'Ukraine, en plein conflit avec la Russie. Mais les états d'âme n'existeront pas et les Gallois obtiennent alors leur ticket pour Qatar après un nouveau but sur coup franc de Gareth Bale, dévié par le malheureux Yarmolenko. Ropage, ancien défenseur de Watford, a une place importante dans l'encadrement de la sélection. Après avoir dirigé les équipes de jeunes, il prend les commandes de l'équipe première par intérim juste avant l'Euro.
suite aux affaires juridiques de la légende Ryan Giggs qui était aux commandes de la sélection jusque-là. Finalement, il garde la confiance de sa fédération après avoir atteint les huitièmes de finale lors du dernier Euro. Une fidélité qui dure puisque le coach gallois a même signé un nouveau contrat de 4 ans avec la sélection. De nature plutôt discrète, Rob Page tente d'influer le jeu à sa manière. Il prend les éléments qu'il a à sa disposition pour jouer dans une sorte de 5-2-3 avec 3 défenseurs costauds et 2 latéraux de métier. Sa formation semble indiquer qu'il va privilégier l'aspect défensif au cours de la compétition. Le jeu a tendance à se rétrécir quand ils ont le ballon, en plaçant tous les joueurs dans la même partie du terrain pour déséquilibrer alors le jeu à leur avantage et permettre alors aux joueurs opposés d'avoir plus d'espace. C'est pour cela que les Pays de Galles aiment passer son jeu sur un côté. Aussi bien l'apport des pistons latéraux que des ailiers sont précieux dans le dédoublement devant la surface. Ils ont prouvé récemment qu'ils étaient dangereux. Sur les 10 derniers matchs officiels, les Pays de Galles ont toujours marqué un but. Quand on a un Gareth Bale dans son équipe, ça aide aussi sur coup de pied arrêté. Pour les suiveurs de la première ligue, la liste galloise est plutôt familière. Pour les autres, voici quelques joueurs qui devraient faire parler d'eux. En défense, un des rares joueurs à ne pas évoluer en Angleterre et évoluant même dans notre Liga nationale, Joe Rodon du Stade Rennais, est brillant dans la lecture du jeu pour s'interposer dans les duels au bon moment. À ses côtés, on retrouve Ben Davies, le défenseur de Tottenham, plutôt performant dans le jeu aérien et qui a acquis une certaine maturité dans une défense à 3. Sur les côtés, on retrouve le jeune Neco Williams, seulement 21 ans, et déjà un talent pur. Lui qui a rejoint Nottingham Forest cette saison engrange une grande confiance et du temps pour mener des actions offensives sur son côté gauche. Le rôle de piston semble lui convenir et il faudra garder un œil sur lui tout au long de la compétition. Au milieu, prêté par Chelsea depuis quelques saisons, Ethan Ampadu reste un joueur très complet, pouvant jouer aussi bien au milieu de terrain qu'en défense centrale. Une caractéristique importante pour les sélectionneurs s'il veut changer son style de jeu en cours de match. Enfin devant, outre Daniel James qui refait ses gammes du côté de Fulham, la vedette de la sélection reste bien entendu Gareth Bale. Même expatrié du côté de Los Angeles, il est ce leader charismatique qui a toujours donné que du positif à sa sélection. Il garde un pied gauche de grande qualité et une grosse frappe peut survenir à tout moment pour créer le danger devant la cage adverse. À 33 ans, il va connaître enfin sa première Coupe du Monde, lui qui a déjà soulevé à plusieurs reprises la Ligue des Champions. L'une des forces de cette sélection est de savoir comment est-ce que Gareth Bale va se comporter avec son équipe. Lui qui a été l'homme fort des matchs de barrage, avec 3 buts inscrits en 2 matchs, aime ce genre de grands matchs et de compétition. Il voudra sûrement bien faire pour aider son équipe à passer les poules. Il y aura aussi cette insouciance de la première participation. Alors oui, ils ont déjà participé à la Coupe du Monde en 1958, mais ça remonte déjà à pas mal de temps. Et on se rappelle très bien que leur première participation à un Euro a été en 2016 et ça avait été une expérience très positive où ils avaient même atteint les demi-finales. Et s'ils se servaient de cette virginité pour faire la même chose en Coupe du Monde au Qatar. Une des faiblesses que l'on peut noter, c'est qu'au-delà de ce 11 de départ déjà bien ancré dans la tête du sélectionneur, la profondeur du banc reste, elle, très délicate. Avec 5 changements possibles lors de la prochaine Coupe du Monde, cela risque de peser pas mal dans la balance lorsqu'il faudra changer de tactique ou pour faire souffler peut-être d'autres joueurs. Les Pays de Galles font figure de grands outsiders dans ce groupe B. Ils ont les armes pour faire mal et à eux de s'en servir convenablement. L'équipe est bien en place et peut surprendre. Attention à ne pas les prendre à la légère. Aussi bien lors des 2 dernières éditions de l'Euro que lors de la Coupe du Monde 1958, les Pays de Galles se sont toujours démenés pour sortir des phases des groupes et se qualifier pour les phases à élimination directe. Et dans ce groupe B, tout semble ouvert pour réitérer la même chose.
Après avoir manqué la Coupe du Monde en Russie, les États-Unis reviennent sur le devant de la scène avec beaucoup de nouvelles têtes à bord. Leur titre acquis en juin 2021 lors de la Golden Cup contre le Mexique, l'équivalent de l'Euro pour la zone Amérique du Nord, leur a permis de faire un bond au classement FIFA à la 14e place. Le football américain a pris de plus en plus d'ampleur depuis le début des années 2000 et on sent que la ferveur populaire s'installe de plus en plus dans la culture américaine. À ce sujet, beaucoup de joueurs vedettes décident de terminer leur carrière dans le championnat local, la MLS. Côté Coupe du Monde, même si l'échec de 2018 reste implanté dans les mœurs, les résultats d'antan sont plutôt satisfaisants. Sans vraiment revenir sur leur belle 3e place de la Coupe du Monde 1930, les États-Unis sont parvenus à se qualifier entre 1990 et 2014, atteignant même les quarts de finale en 2002 en battant le rival mexicain en 8e de finale. Et ce fut l'occasion de voir des joueurs comme Landon Donovan ou Claudio Reyna, père de Giovanni Reyna, l'actuel joueur de Dortmund. Exemptés de tours préliminaires, les États-Unis sont directement projetés dans le dernier tour de qualification avec 7 autres équipes, dont le Canada, le Mexique ou Panama. Dans cette poule où ils avaient lamentablement échoué en 2018, les 3 premiers sont directement qualifiés et le 4e passe par les barrages. Et pour la sélection américaine, les choses démarrent plutôt mal avec un match nul contre la modeste équipe d'El Salvador, puis un match nul contre le Canada 1-1, suivi d'une défaite contre le Panama 1-0. Les Américains vont profiter alors des mauvais résultats de leur adversaire tout en prenant des points précieux contre le Mexique 2-0 ou le Costa Rica 2-1. Au final, les Américains célèbrent leur qualification après une victoire 5-1 sur le Panama, les amenant alors à prendre cette 3e place de groupe et éviter donc les matchs de barrage. Greg Berhalter est l'un des rares Américains à s'être expatrié en Europe dès son plus jeune âge. Il a joué aux Pays-Bas, en Angleterre, avant de terminer sa carrière au Los Angeles Galaxy. Il va ensuite prendre en main l'équipe de Columbus en MLS, en acquérant alors des bons résultats sur la saison régulière, mais se faisant rapidement éliminer en play-off. En décembre 2018, il est alors nommé à la tête de la sélection américaine. Et depuis, tout semble lui réussir en soulevant 2 trophées, soit la CONCACAF Ligue des Nations en 2020, puis la Golden Cup en 2021. Au-delà de ses succès, la sélection a tendance à ne pas toujours réguler le jeu à sa manière. Le coach est un idéologue souhaitant populariser le football aux États-Unis en tentant une approche européenne sur le terrain. Mais la vision qu'il a dépasse souvent la réalité et les joueurs évoluant en MLS ont du mal à comprendre la tactique souhaitée, notamment avec les mouvements en attaque. Depuis que Berhalter a pris les commandes de l'équipe nationale en 2018, il a tenté une approche différente de ses prédécesseurs. Il joue alors en 4-1-4-1 en demandant à ses joueurs de garder au maximum la possession, tout en jouant court dans la verticalité. Les mouvements des joueurs se font de plus en plus actifs, quitte à pénétrer les lignes adverses avec le ballon. Il refuse que son équipe joue long et préfère construire en partant de l'arrière afin de conserver la balle le plus longtemps possible. Il demande aussi à ses joueurs de presser davantage pour garder du dynamisme dans le jeu. Le sélectionneur sait qu'il a un effectif très jeune, capable de courir des longues distances pendant de longues minutes. Et il appuie donc sa tactique là-dessus. Berhalter est donc très exigeant envers ses joueurs et demande beaucoup de discipline sur le terrain. Il manque encore ce grain d'efficacité pour rendre le jeu en leur faveur. Les Ricains disposent de nombreux talents de main, évoluant un peu partout dans les top clubs européens. Et même s'ils ne sont pas tous titulaires en club, on peut quand même noter en défense Serginho Dest, nouveau joueur du Milan AC qui a un profil plutôt offensif pour un latéral. Il fait preuve d'un grand calme pour se balader sur son côté droit et reste très actif. Il n'hésite pas à demander le ballon, même sous la pression adverse. Au milieu de terrain, c'est un autre pensionnaire de Serie A, Weston McKennie, 24 ans, évoluant à la Juve.
Il éblouit le jeu par ses prises de balles répétées. Il peut aisément traverser le terrain avec le ballon et apporter un peu plus de volume dans l'entrejeu. Il va faire un bien fou à la sélection par ses prises de décision rapides. On peut aussi rajouter Tyler Adams, qui prend de plus en plus d'ampleur à Leeds United et qui a la faculté de couvrir toute la largeur du terrain en soutien de ses partenaires défensifs. Enfin, devant, le jeune Giovanni Reina, fils de l'ancien capitaine de la sélection, Claudio Reina, fait parler toute sa brillance sur le côté droit pour éliminer son vis-à-vis et dynamiter le flanc offensif. Il faut aussi rajouter Brandon Aronson, qui joue à Leeds United actuellement et qui se montre très efficace dans la surface. Et le plus connu de tous est bien entendu Christian Pulisic. Non loin d'être titulaire avec Chelsea, les quelques fulgurances qu'il a permettent souvent d'aider les Blues à prendre un niveau supplémentaire au cours du match. En tant que capitaine de la sélection, il sera en charge d'aider les plus jeunes et de mener le jeu de l'attaque. Qu'on le veuille ou non, les États-Unis ont créé une sorte de solidarité entre eux. Un an auparavant, ils battaient le Mexique en prolongation 3-2 pour soulever la Ligue des Nations CONCACAF. Et comme l'Argentine, un groupe solidaire est né ce jour-là. On peut aussi noter la ferveur populaire qui est en train de grandir de plus en plus dans le pays. Les États-Unis deviennent même le deuxième pays demandeur de billets pour la Coupe du Monde, juste derrière l'Argentine. De quoi espérer un appui supplémentaire pour les Yankees au Qatar. Attention quand même à cette inexpérience. Beaucoup de jeunes joueurs entre 20 et 22 ans, dont la plupart ne sont pas encore titulaires attitrés dans leur club en Europe, et ce genre d'inexpérience risque de vraiment jouer des tours à cette équipe. Qu'attendre d'une équipe possédant un effectif très jeune et assez novice à ce niveau-là? C'est déjà un bon point qu'ils se retrouvent au mondial en vue de préparer leur propre mondial de 2026. Mais à l'heure actuelle, cela risque d'être compliqué de vraiment rivaliser, surtout si les buts ne viennent pas si facilement en cours de match. À eux de grandir davantage, d'acquérir de l'expérience et de bâtir quelque chose dans les 5 années à venir. Quand on voit la qualité de l'effectif et des individualités déjà présentes dans ce groupe, on peut se dire que l'avenir sera radieux pour la sélection américaine. L'Angleterre a bien progressé dans le classement FIFA en se positionnant 5e et en étant tête de série au tirage pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La sélection anglaise vient avec beaucoup d'ambition, mais aussi avec beaucoup de doutes. Difficile de vraiment juger l'état de forme de la sélection de Southgate actuellement. D'un côté, ils sortent d'un mondial 2018 et d'un Euro 2020 réussi en atteignant au minimum les demi-finales, mais de l'autre, les matchs de 2022 en Ligue des Nations sont vraiment inquiétants. 3 matchs nuls, 3 défaites, et seulement 4 buts inscrits en 6 matchs. Un jeu ennuyant sans réelle conviction et des cadres qui ne répondent pas toujours à l'appel. Il semblerait que le sélectionneur Southgate ne trouve pas la solution à cet effectif pléthorique de stars. Et ce n'est pas surprenant puisque la collection de trophées des Three Lions est un peu vide. La sélection anglaise n'a pas glané un titre depuis 1966, soit la Coupe du Monde qui s'est déroulée chez elle avec des Bobby Charlton et consorts. Depuis, les supporters attendent un réveil en compétition officielle, mais la pression populaire ne donne pas que du positif aux joueurs sur le terrain. Dans un groupe de qualification à 6 équipes, l'Angleterre s'est sortie de l'encombre polonaise, albanienne et surtout hongroise. Malgré 2 défaites récentes contre ces mêmes Hongrois en 2022 en Ligue des Nations, l'Angleterre les avait pourtant dominés en phase de qualification pour la Coupe du Monde avec notamment un sanglant 4-0 à Budapest. Les Anglais ont largement dominé leur groupe sans perdre et en encaissant seulement 3 buts. Ils ont aussi fait preuve de beaucoup de réalisme devant avec un grand Harry Kane et ses 12 buts inscrits. Ils terminent alors premiers aisément et vont participer à leur 6e Coupe du Monde de leur histoire. Gareth Southgate a pris la tête de la sélection juste après l'Euro 2016. Bien avant cela, il était l'entraîneur de Middlesbrough en Premier League. Et malgré le fait qu'il soit resté 3 saisons, il n'a pas vraiment aidé le club à se maintenir en Premier League en 2009.
Son bilan comptable laisse notamment à désirer à ce moment-là avec seulement 30% de victoires acquises en plus de 130 matchs coachés. Malgré cela, il reste proche de la fédération anglaise et prend en charge l'équipe espoir en 2013. L'occasion pour lui d'apprendre à jouer avec des stars comme Lingard ou Kane. Comme une suite logique des choses, Southgate prend l'équipe première. Il repense son système et pense que les résultats sont plus importants que le jeu. Les 2 dernières compétitions officielles en sont l'exemple parfait. Sans vraiment convaincre, les Free Lions arrivent 2 fois dans le dernier carré. Une chose qu'on ne peut pas reprocher à Gareth Southgate, c'est qu'il s'adapte à la tendance des formations. Chaque match est un changement permanent d'éléments ou de style pour trouver la solution parfaite. Sauf que la Coupe du Monde, c'est déjà demain, et à en voir le jeu actuel, les experts sont loin d'être convaincus. Lui qui avait démarré en 4-3-3, fidèle à Tottenham ou Liverpool, pour mettre ses cadres dans les meilleures conditions, aujourd'hui, il préfère évoluer surtout en 3-4-3, pour donner plus de responsabilité au milieu avec des ailiers chargés de repiquer dans l'axe. Le souci, c'est qu'avec trop de joueurs en sa possession, il ne sait pas comment articuler tout ça correctement et les joueurs semblent être hors tempo sur le terrain, préférant même faire parler leur individualité plutôt que de jouer collectif. Harry Kane joue très proche des milieux de terrain, les ailiers et les pistons se marchent dessus et les options pour trouver un joueur démarqué sont alors limitées. Beaucoup de joueurs n'ont pas le même niveau qu'en club et ça laisse des traces sur le jeu anglais. Peut-être doit-il abandonner ce 3-4-3 et revenir à un 4-2-3-1 comme il avait fait lors de l'Euro avec Mason Mount en créateur, ou un Bukayo Saka pour apporter plus de profondeur sur les côtés. En tout cas, il lui reste 2 mois pour retrouver la formule gagnante. Que ce soit sur le terrain, sur le banc ou en réserve, l'effectif anglais est démentiel. La qualité est absolument partout et on ne peut pas nier les qualités individuelles. Parmi eux, le jeune portier d'Arsenal, Aaron Ramsdale, tape volontiers à une place de titulaire en lieu et place de Jordan Pickford. Nick Pope et Jordan Pickford devraient être les autres options. En défense, normalement en jeu à 4, sans parler de la doublette Maguire-Stones qui a convaincu lors du dernier Euro, c'est surtout sur les côtés qu'il y a embouteillage. Kyle Walker, Kieran Trippier, Ben Chilwell, Luke Shaw, mais aussi Alexander Arnold. Si le latéral droit redonne confiance à son sélectionneur, il peut briller pour le prochain mondial. Lui qui n'est plus vraiment le choix numéro 1 et surtout décrié pour ses performances défensives défaillantes. Néanmoins, il reste très précis dans le jeu offensif avec ses prises de décision dangereuses. Il pourrait être en concurrence avec Reece James, le latéral de Chelsea qui lui connaît très bien ce rôle de piston et qui se retrouve toujours démarqué dans les moments opportuns. Le Blues peut d'ailleurs jouer à gauche. Au milieu, c'est rempli aussi. Mais 2 joueurs semblent d'ailleurs avoir pris le dessus aux yeux du coach. Et il serait bizarre de s'en passer. D'abord, Declan Rice, au poste de milieu défensif. Lui qui a cette faculté de soutenir le jeu et de permettre à son coéquipier du milieu d'être plus en liberté. Il a acquis un statut lors du dernier Euro et il peut balayer toutes les zones aisément. À ses côtés, ce sera alors le jeune Jude Bellingham qu'on ne présente plus en Allemagne. Un joueur capable de tenir le ballon et de jouer toujours très juste. Ses grands compas aussi sont décisifs dans la récupération. Le jeune anglais est un vrai compétiteur et sera sûrement la révélation de ce futur mondial. Les autres joueurs au milieu de terrain pourraient être Jordan Henderson, Mason Mount ou Conor Gallagher. Devant, c'est plutôt pas mal. Outre Sterling, c'est son ancien partenaire de City qui exprime tout son talent. Phil Foden grimpe de plus en plus dans les échelons et ses qualités sont appréciables dans n'importe quel style de jeu. Son dynamisme et sa disponibilité peuvent être précieuses pour faire circuler la balle dans la zone de vérité. Enfin, l'avant-centre attitré est bien entendu Harry Kane, devenu 2e meilleur buteur de la sélection récemment et qui a cette intelligence de placement pour recevoir la balle dans les meilleures conditions. L'attaquant de Tottenham sera le centre d'attention de cette équipe tout au long de la compétition. Sans oublier Bukayo Saka, Jarrod Bowen, Ivan Toney ou bien un Rashford et Sancho qui pourrait revenir en novembre. Individuellement, la sélection anglaise a sûrement aucun égal en Europe. Et ce sera un véritable casse-tête pour le sélectionneur de trouver la combinaison gagnante sur le terrain. De plus, si on prend en compte les dernières grandes compétitions, l'Angleterre fait partie du dernier carré.
cela reste ancré dans les mentalités et malgré ce fort statut de favori, ils doivent se reposer sur leur acquis récent. Mais attention quand même parce que l'Angleterre est en pleine tourmente en 2022. Aucun but inscrit dans le jeu lors des 5 premiers matchs de Ligue des Nations. Un jeu qui laisse clairement à désirer, des joueurs dépassés par la tactique et un sélectionneur qui a aucun fondement de jeu pour égayer cette équipe. On le répète, mais avec une telle équipe, l'Angleterre doit jouer le titre. La génération d'or, des top joueurs évoluant en première ligue, de la qualité individuelle dans chaque compartiment de jeu, tout est présent pour briller. Malheureusement, le chef d'orchestre du banc de touche a décidé de donner de la difficulté à cette sélection en ne donnant aucune âme à cette équipe. C'est à double tranchant. Soit tout va bien, soit tout se casse la gueule. Hâte de voir comment ils vont réagir pour leur premier match contre les États-Unis. Entre les résultats récents du supposé favori anglais et le niveau équitable de 3 nations comme les États-Unis, le Pays de Galles ou l'Iran, il est vraiment difficile d'être juste dans ses pronostics. D'ailleurs, ces 3 dernières équipes sont réputées pour jouer à vocation défensive et laisser le jeu à l'adversaire. L'Angleterre, elle, n'a pas le droit de se rater. C'est interdit, voire même considéré comme une faute professionnelle. Les Gallois et les Américains retrouvent la compétition après des années, voire des décennies d'absence. Comment est-ce que ces deux équipes vont se comporter alors que l'Iran possède sûrement un effectif complet capable de créer une surprise. Même si je prends des risques en vue des résultats de l'Angleterre, je les laisse en première position, juste devant l'Iran, qui doivent être capables de passer un cap en 2022, suivi des Gallois 3e et enfin des États-Unis 4e.